Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Automoto l'émission, le rendez-vous automobile de Sport 365, réalisé avec la rédaction du mensuel Automoto, dont voici le numéro double, sorti hier, avec le nouveau Peugeot 3008 en couverture et un dossier spécial consacré à Alfa Romeo. Mais tout de suite, le sommaire de cette émission. On attaquera comme de coutume avec la séquence zone test et l'essai d'une berline qui fait languir son public, l'Alfa Giulia. Dans la seconde partie d'Automoto l'émission, il sera question de pollution automobile. Nous débattrons avec notre expert Jean-Luc Moreau et un représentant de l'ONG France Nature Environnement des résultats de la Commission royale. Dans la rubrique Comment ça marche, on restera sur le thème du respect de l'environnement en vous expliquant le fonctionnement du terrifiant mode Ludicrous de Tesla, le constructeur 100% électrique. Enfin, notre traditionnel essai moto sera consacré aujourd'hui à un scooter, le Honda Integra 750S. La sortie d'une nouvelle Alfa, c'est toujours un événement, surtout quand elle s'appelle Giulia. Un patronyme chargé de nostalgie et qu'elle adopte une transmission aux roues arrière pour mieux rivaliser avec la BMW Série 3. Romain Vanier est parti l'essayer pour nous sur les routes d'Italie. Après beaucoup de promesses et un peu de retard, Alfa Romeo nous fait enfin essayer sa Giulia, une voiture qui est censée être une alternative aux berlines premium établies que sont une Mercedes classe C ou une BMW Série 3. Le premier contact avec cette italienne n'est pas forcément très bon d'ailleurs. Il rappelle certes une BMW Série 3, mais d'il y a 5 ans. Quand on démarre le moteur, un diesel ici, eh bien, ça vibre un peu trop. Et pour cause, en fait, le moteur est en position longitudinale. Donc au démarrage, il y a un peu de moment de couple et du coup, ça fait vibrer la voiture. C'est un brin agaçant. La marque italienne nous avait du coup promis monts et merveilles à la présentation statique de cette Giulia, comme quoi elle était sensationnelle à conduire, parfaitement équilibrée, très dynamique. Eh bien, c'est plutôt le cas, effectivement. Cette propulsion est très équilibrée, très rassurante, mais pour autant très agile, notamment grâce à sa direction. Elle est très légère et surtout très directe. Il faut d'ailleurs s'y habituer lors des premiers kilomètres. On a un peu l'impression de se jeter vers les trottoirs au premier rond-point, mais on s'y habitue vite. La voiture paraît d'autant plus dynamique, d'autant plus maniable, facile à conduire, mais pas ennuyeuse pour autant. Pour parfaire le tableau en quelque sorte, l'amortissement s'avère très abouti. On n'a pas remarqué de percussions notables ni de trépidation. Il faudra vérifier cela à Paris, mais on profite d'un bon confort sans que pour autant le comportement se dégrade. Ici, on a une voiture essayée en version diesel avec le 4 cylindres, donc 2 litres de diesel, un moteur qui fait 180 chevaux et nous on l'essaye ici avec la boîte auto à 8 rapports. Alors, je parlais de l'acoustique tout à l'heure qui est franchement perfectible. Malgré tout, après à l'utilisation, ce moteur est plutôt agréable. Avec la boîte auto, il n'y a pas de creux notable, c'est linéaire, ça accélère plutôt fort. Avec 180 chevaux, on a vraiment l'impression qu'ils y sont. Donc le tempérament mécanique de cette voiture s'associe bien à son comportement routier. Tout ça pour vous dire qu'on passe un bon moment au volant de cette nouvelle Giulia. Et pour ne rien gâcher, le décor est fort sympathique ma foi. En tout cas, au premier regard, on retrouve ici les deux gros compteurs de forme cylindrique, un décor moderne, un dessin plutôt épuré, il n'y a pas trop de boutons partout, on s'y retrouve assez facilement et l'ergonomie, ma foi, conviendra à la plupart des gabarits. Après, quand on regarde dans le détail, c'est quand même... Il y a des choses à redire, notamment à propos de certains plastiques franchement durs et rustiques. On a coutume également de s'attarder sur quelques détails d'ajustement. Eh bien là, il y a parfois des matériaux qui ne sont pas ajustés du tout. C'est un peu sévère, mais c'est le cas et c'est pas forcément bienvenu sur une voiture qui frôle les 40 000 € ici dans cette version. Pour cette Giulia 2 litres de diesel avec sa boîte automatique, il faudra compter au minimum 41 200 €. La preuve supplémentaire que cette Alfa s'attaque frontalement aux berlines premium allemandes. Elle ne les égale pas tout à fait sur quelques critères objectifs comme la qualité de fabrication ou encore l'insonorisation. Il n'empêche que cette Giulia reste une berline avec un fort tempérament et sympathique à conduire. D'ailleurs, je crois que je vais y retourner. Allez, salut! Allez, on reste en Italie pour le deuxième essai de cette émission.
Moins prestigieuse que l'Alfa Giulia, mais tout aussi attendue, la nouvelle Fiat Tipo fait une entrée fracassante dans le low cost, avec un prix de base inférieur à 14 000 €. Une véritable aubaine pour les familles à petit budget, comme a pu le constater Laurent Pinel. Comptez 12 490 € pour la version à malle, donc à 4 portes. Et pour cette version dotée d'un haillon, ajoutez 1 500 €, à savoir en prix de base 13 990 €. En résumé, Fiat entend vendre au prix d'une Clio une concurrente de la Mégane. Pour preuve, la Tipo s'étend sur 4,37 m de long et son coffre cube 440 litres. On retrouve évidemment une banquette rabattable 2 tiers 1 tiers, mais qui ne forme pas un plancher plat. Mais pour ceux qui en voudraient davantage, dès la rentrée, la version break allongée de 20 cm et avec 550 litres de coffre sera proposée. Comptez 1 500 € de plus. On est plutôt bien installé à l'arrière, il y a suffisamment de place pour les jambes, pourtant le siège conducteur est réglé pour ma position de conduite. C'est pareil en garde au toit, il y a largement assez d'espace pour un adulte d'1,80 m. Là, on est à bord d'une version 1,4 litre essence de 120 chevaux en finition lounge, donc c'est le plus haut de gamme. Et côté finition, on aura toujours 2-3 petits détails qui peuvent déplaire, mais globalement, l'ergonomie est soignée, les boutons tombent sous la main, c'est pareil, la position de conduite est très bien, donc bon point pour la Tipo. Donc on a une voiture douce, agréable, qui a du répondant, même lorsqu'on est à bas régime à hauteur de 1500 tours minute. Le 1,4 litre T-Jet donc de 120 chevaux répond bien, c'est plutôt agréable et les performances sont amplement suffisantes. Comme dans une Fiat 500, on a le bouton City, c'est une sorte de surassistance de la direction. Il y a même des freins, hop, comme ça, hop, on appuie dessus, ça s'arrête, c'est surprenant. Et à propos de frein, justement, plus sérieusement, on a le freinage d'urgence automatique selon le niveau de finition choisi. Forcément, ce n'est pas un équipement dont on profite dès la base, mais niveau sécurité, là encore, c'est une fois de plus très bien. En résumé, vous allez peut-être vous dire que je ne trouve que des qualités à la Tipo. C'est vrai, sauf que même si elle montre un excellent rapport qualité-prix, ou tout au moins équipement-prix, il ne faut pas oublier que cette version s'affiche à 20 000 €. Donc on est loin, très loin des 13 990 annoncés. On se retrouve bientôt pour de nouveaux essais. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. À bientôt. Et nous, on se retrouve juste après 3 infos en 65 secondes pour le débat d'Automoto, l'émission. De retour sur le plateau d'Automoto, l'émission, pour notre débat. Juste après le jingle, il sera question de la Commission royale qui a fait contrôler les émissions polluantes d'une centaine de véhicules pris au hasard dans notre parc automobile. Les résultats édifiants méritent quelques commentaires. Permettez-moi d'abord de vous présenter à ma droite Madame Charlotte Lepitre. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du réseau Santé Nature Environnement au sein de l'ONG France Nature Environnement, c'est bien cela? Coordinatrice du réseau Santé Environnement. Santé Environnement, pardon. Sachant que l'ONG est évidemment partie prenante de la Commission royale. À ma gauche, notre expert. Ségolène Royal. Pas encore. Seulement Jean-Luc Moreau. Bonjour Jean-Luc. Notre expert environnement. Merci Lionel. Qui écrit donc tous les mois dans Automoto pour notre plus grand plaisir, et celui de nos lecteurs, et qui anime également l'émission Votre Auto sur RMC chaque dimanche. On commence par vous, Madame Lepitre. D'abord, un mot sur l'ONG France Nature Environnement. Quelle est la vocation de cette ONG et en quoi consiste votre rôle au sein de la Commission royale? Donc, France Nature Environnement est une fédération d'associations environnementales. Donc, elle fédère plusieurs associations au niveau du territoire de la France, mais également des DOM-TOM, des associations qui ont à destination de protéger l'environnement et de sensibiliser à la protection de l'environnement. Comme par exemple? Comme par exemple, vous connaissez certainement la FRAPNA dans la région de Rhône ou des Alpes, ou vous connaissez certainement la CEPANSO dans la région de Bordeaux.
Qui, pour le coup, alors font quoi, elles, à leur niveau, ces associations? Donc, à leur niveau, elles s'occupent donc des thématiques qui sont au niveau régional, de la protection de l'environnement. Elles D'accord, ont différents sujets, hein. Bien sûr, France Nature Environnement a 18 réseaux thématiques qui d'accord. vont aussi bien de la biodiversité, de l'agriculture, à l'énergie, au transport et donc de la santé, par exemple. Et ces associations au niveau régional vont se préoccuper donc des thématiques qui sont plus présentes sur leur territoire. D'accord. Et donc, alors, en quoi consiste aujourd'hui, donc, quel est le rôle de cette ONG au sein de la Commission royale, pour le coup? Donc, France Nature Environnement est une des associations environnementales qui est membre de la commission d'enquête dite royale. D'accord. On fait partie donc des membres de cette commission. Mhm. Et pour Vous êtes chargé de suivre. contrôler ce qui se passe? Quel est le... Donc on participe aux réunions avec les autres membres de la commission et on a suivi tout le processus à partir du moment où la commission a été créée jusqu'à aujourd'hui, que ce soit donc pour le choix des véhicules, pour l'élaboration du protocole, la validation du protocole de test, la D'accord. présentation des résultats par l'UTAC et les auditions des constructeurs automobiles. Donc, jusqu'aux résultats, donc, hein, qui Absolument. ont été publiés là pour partie. Alors, Jean-Luc, ces résultats, 52. parlons-en. Voilà, 52 résultats sur la centaine de voitures Ouais, testées, c'est ça? 52 résultats qui, dans l'ensemble, Parlez-nous si un on peu de avait ces affaire résultats. à une classe d'élèves, Oui, alors, je pense qu'il mériterait un 2 sur 20. Voilà, donc oui. des résultats extrêmement mauvais dans l'ensemble. D'ailleurs, Mhm. je voulais vous demander, vous attendiez à des résultats aussi mauvais France Nature Environnement avait déjà prévenu déjà depuis longtemps et au niveau européen, c'était des informations qui circulaient déjà depuis plusieurs années que les véhicules diesel ne respectaient pas dans circulation réelle les normes d'homologation. Ce que l'on trouve en émission, en conditions réelles de circulation n'est pas ce que le véhicule émet sur le banc à rouler. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est que dans l'élaboration du protocole, on sait que France Nature Environnement fait plutôt partie, on va dire, de la branche dure des associations écologistes et que vous avez permis qu'on fasse des tests non pas dans des situations réelles de roulage, comme ce qui va être fait avec les futures normes d'homologation, puisqu'on aura des tests RDE qui représenteront un roulage beaucoup plus réaliste. Là, ce qui a été adopté par la Commission royale, c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que les tests qui sont faits sur route reproduisent aujourd'hui le cycle d'homologation, mais sur la route, et le cycle d'homologation, on sait qu'il est pas difficile du tout, et en particulier pour les diesels, puisqu'il n'y a pas de fortes accélérations, il n'y a pas de vitesse supérieure à 120 km/h, et c'est seulement pendant 10 secondes. Donc, en fait, ça ne reflète pas non plus la réalité de la pollution, comme a pu le faire l'ICCT, qui a lancé en fait l'affaire du Dieselgate. Alors, pourquoi avoir été en France un petit peu bisounours? Pas trop méchant, en fait, quoi. Moins méchant qu'on aurait pu l'imaginer, ouais. Oui. Alors, le protocole, en tout cas de l'UTAC à la base, était de faire des tests pour savoir s'il y avait des logiciels truqueurs similaires à celui trouvé sur les véhicules de Volkswagen. Donc, il y avait besoin de tests sur banc à rouleau pour faire les tests d'homologation en conditions réelles d'homologation, ainsi que des tests qui changeaient les préconditionnements des véhicules, donc qui changeaient légèrement du test d'homologation pour savoir quelle était la réaction du véhicule. Tout ça dans le but donc d'analyser s'il y avait un logiciel truqueur ou non dans les véhicules. Ensuite, France Nature Environnement, bien sûr, a poussé pour avoir des tests. Donc, le test D3, qui est un test sur piste. D'accord. Qui, bien sûr, n'est pas un test parfait. Je ne vais pas dire que le protocole est parfait, mais au moins, ça nous donne une idée. Et déjà, les résultats que l'on obtient sont intéressants. Une idée catastrophique. Une idée catastrophique, mais c'était très intéressant d'avoir déjà ces résultats, de voir sur piste avec les véhicules équipés d'un PEMS. Donc pour et voilà. Alors le PEMS, c'est le système. Qu'est-ce que c'est le PEMS? C'est le laboratoire embarqué sur la voiture, pour faire simple. Mais alors, Jean-Luc, juste un mot quand même. Est-ce qu'on pourrait revenir simplement un instant sur les résultats? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples qu'on comprenne bien? Alors, si vous voulez, qu'on comprenne bien à quel point c'est édifiant. On va se polariser sur les véhicules Euro 6, donc la norme anti-pollution la plus récente. Donc ça devrait être des véhicules normalement qui ont des bons résultats. Donc il faut savoir que pour les oxydes d'azote, c'est ça qui nous intéresse. La norme pour les diesels est à 80 mg par kilomètre. On a des véhicules, par exemple l'Opel Zafira, les 6 CTDI,
à 936 grammes, à 936 milligrammes 900 par kilomètre Donc, au lieu de 80. Les modèles Renault, fois 10, parce fois que 11, quoi, fois 11 par rapport à la norme. Voilà. Quoi, hein. les modèles Renault, un Capture est à 888 mg, un Kadjar à 776 mg. D'ailleurs, Renault est le constructeur qui obtient globalement les plus mauvais résultats sur tous ces tests, puisque sur les tests de roulage, ils sont 7,65 fois en moyenne au-dessus de ce qu'autorise la norme. Alors, il faut savoir que la Commission royale a dit on va mettre une barre à 5 fois, et tout ce qui est au-dessus, on va considérer qu'ils ne sont pas bons. Vous imaginez si, pour les excès de vitesse, Donc on 5 vous fois autorisait... 500%, on est d'accord. Hein. Ouais, on vous autorisait un dépassement de 5 fois. C'est-à-dire en ville, au-dessus de 250, on verbalise, mais en dessous, on va considérer que... C'est réaliste. Que c'est, voilà. Alors, avec un test pas très dur, on autorise 5 fois, et malgré ça, il y en a quand même qui satellisent le truc, puisqu'ils sont 2 fois au-dessus. Hein. Alors comment expliquer une telle dérive? Eh bien, comment expliquer une telle dérive? C'est dans le choix de la technologie. Alors déjà, il y a quelque chose qui, philosophiquement, me dérange. Bon, Renault a refusé de venir s'expliquer. On le regrette. S'exprimer, mais là, On c'est est ravis plus... de vous avoir, mais c'est on regrette plus- effectivement de ne pas C'est voir plus Renault. s'expliquer. Ils ont fait un choix technologique qu'on sait mauvais, puisque le système de dépollution qu'ils adoptent ne fonctionne pas bien dans certaines phases de roulage, en particulier à basse vitesse ou à haute vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, leur système il serait efficace un jour de printemps à 90 km/h sur une route de campagne. Bon, est-ce que ça correspond Une fois l'an, quoi, à en peu près. moyenne à D'accord. l'usage qu'on fait d'un véhicule diesel? Je ne suis pas certain. Donc ils ont fait ce choix-là et ils l'ont fait à minima économiquement parlant. Parce qu'on peut très bien avoir, avec le choix qu'ils ont fait, qui s'appelle en fait, on appelle ça le NOx trap ou le piège à NOx en Piège à français. NOx, oui. Voilà. Donc on stocke, c'est un peu comme un filtre à particules, on stocke les NOx dedans et de temps en temps, il faut purger ce filtre pour le libérer et restocker des NOx, etc., etc. Le problème, c'est que quand on purge, il faut injecter du carburant supplémentaire, donc on augmente les consommations. Donc si on veut un piège à NOx réellement efficace, on augmente la consommation dans des proportions importantes. Donc ils ont fait à minima, C'est le cercle c'est-à-dire vicieux. à minima, D'accord. en gros, pour respecter les conditions, le cycle d'homologation, dans les conditions du cycle Tel qu'il d'homologation existait qui jusqu'à ne présent. correspondent absolument pas D'accord. à la réalité. Donc ça, c'est un problème économique selon vous. Donc C'est alors, il y en a... c'est par souci de gains financiers qu'on Évidemment, en est là. évidemment. PSA, par exemple, a fait un choix Alors voilà, qui, d'autres s'en sortent mieux. financièrement, évidemment. Alors quels sont les bons élèves du coup? Alors expliquez-nous Alors, pourquoi. PSA reste un bon élève, puisque si on prend les voitures qui ont été testées, une 208 Blue HDI, la dernière génération, est même en dessous des valeurs limites. Alors pourquoi certains arrivent en dessous des valeurs limites en phase de roulage et d'autres sont 11 fois au-dessus? Il y a une vraie question quand même. On peut pas dire... On vous la pose. Voilà. La question, c'est en fait le choix technologique de départ. Peugeot a dit on va prendre, mais ils avaient fait la même chose pour le filtre à particules. Ils avaient un filtre à particules additivé qui permet des régénérations plus fréquentes et donc qui n'est pas surémetteur de dioxyde d'azote. Parce que là, on va être un peu technique. Dans les oxydes d'azote, il y a du monoxyde d'azote qui n'est pas toxique et il y a du dioxyde d'azote qui est toxique. Les émissions naturelles d'un diesel, c'est grosso modo 25% de toxiques, 75% de pas toxiques. Avec un filtre à particules non additivé, on inverse cette proportion. Ça veut dire que, en fait, on reste dans les clous de la norme, mais au final, on émet des polluants beaucoup plus dangereux à l'échappement. Donc Peugeot, enfin PSA, avait fait un choix technologique différent qui ne renforçait déjà pas les NO2 à l'échappement. Ils n'ont pas communiqué sur ça. Ils ont fait un choix différent pour la dépollution des NOx avec ce qu'on appelle un catalyseur SCR, donc, qui consomme de l'AdBlue comme les camions. Donc, qui se révèle payant aujourd'hui. Qui est plus cher au départ à installer sur le véhicule, qui est plus cher pour l'utilisateur puisqu'il va être obligé de rajouter un additif dont les autres systèmes n'ont pas besoin. Donc on va dire que facialement, ce n'est pas le choix économique qui s'imposait au départ. Privilégié, sauf qu'il est beaucoup plus efficace dans la réalité de l'usage. Donc c'est pour ça que les véhicules PSA sont dans les clous, ou plus ou moins dans les clous, et que les véhicules Renault sont complètement dans les choux. Alors, avec les mauvais élèves, vous, Madame Lepitre, qu'attendez-vous désormais du gouvernement, ceux comme Opel ou Renault, qui ont largement dépassé les normes, dans un contexte en plus plutôt favorable, enfin pas complètement réaliste de ce qu'est réellement la réalité, si je puis dire. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement? Comment ça va se passer pour vous? Donc, on attend déjà, pour la commission, on attend des retours de la part de certains constructeurs qui, à la suite des auditions qu'on a pu avoir avec eux,
avaient encore des informations à nous communiquer, Un complément d'information. Un complément d'information. D'accord. On a également des tests de l'UTA qui sont encore en attente, retester certains véhicules où il y aurait potentiellement eu un problème sur ce véhicule en particulier. Reste à vérifier. Et donc, on va voir si les nouveaux résultats de la commission sont un peu plus favorables. confirment ou pas ce Et alors, ce que s'ils disent, sont aussi mauvais, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à une interdiction de circuler? Pourquoi pas? Une interdiction de circuler, pourquoi pas, à voir. Nous, ce que l'on regarde, c'est également, il y a eu des tests donc, dits de référence. Ce sont les tests stricto sensus, l'homologation. Donc le véhicule a été mis exactement dans la condition d'homologation et il y a des véhicules qui ne respectent pas ce test. Déjà. Donc ces véhicules-là, on se demande comment ils ont obtenu leur homologation et s'ils auraient encore le droit de circuler. Vous prenez des véhicules du commerce et en fait, un des vrais problèmes de l'homologation aujourd'hui, c'est que les véhicules qui sont soumis à l'homologation sont hyper... Alors, les constructeurs disent optimisés. Bon, on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin que optimiser dans la sémantique. Bon. Alors, en fait, le problème, ça serait de faire des tests d'homologation avec des véhicules achetés chez un concessionnaire. Dans le commerce. Ce que fait Euro NCAP avec la sécurité. On ne teste pas un véhicule que fournit le constructeur. Euro NCAP achète les voitures, les teste et ensuite valide Ce sera effectivement une bonne suggestion. De façon totalement indépendante. Absolument. Et puis lorsque les véhicules sont testés, sont déjà en circulation, les retester, voir si après plusieurs kilomètres... comment se débrouille-t-il? Voilà, ça, vous allez avoir des surprises aussi. Fin des résultats de la Commission royale, fin juin, c'est ça? C'est là où on saura pour les 45 ou 48 derniers. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour... ces éclaircissements. On va en reparler, et on va en reparler très bientôt dans Automoto. L'affaire n'est pas finie. Charlotte Lepitre. À bientôt. On se retrouve juste après une page de pub pour la 3e partie d'Automoto, l'émission. La fameuse berline électrique Tesla Model S fait autant parler d'elle pour son autonomie, supérieure à 400 km, que pour ses performances stratosphériques. La version P90D bénéficie même d'un mode départ canon baptisé Ludicrous, traduisez absurde, tout un programme qu'a testé pour nous Laurent Meillot. Ceux qui ont déjà roulé en Tesla le savent, la Model S accélère vraiment très fort. Et c'est encore plus violent sur la version P90D, qui est la plus puissante. Le mode Ludicrous permet de démarrer comme un véritable boulet de canon. C'est pourtant une option à 11 200 € sur la Model S. Sans plus tarder, on va l'essayer. Donc là, une fois qu'on est à bord, il suffit simplement d'enclencher le mode vitesse démesurée. En anglais, ils disent ludicrous, on pourrait traduire par absurde, ridicule, démesuré en français. Pour nous accompagner, Marine. Ça va, Marine? Prête. Première fois que tu montes dans une Tesla? Première fois. Tu es bien attaché? À fond. Parce que, attention, la cavalerie arrive en un instant. J'ai juste à accélérer et ça donne ça. Qu'en 3 secondes seulement on a atteint les 100 km/h. Réaction côté passagère? Sans la voiture qui s'écrase, c'est impressionnant. Tu sens quelques palpitations? Un peu. Ouais. L'accélération est vraiment jouissive. Je pense qu'on laisse sur place pas mal de sportives quand on démarre au feu. Comme chez Tesla ils sont joueurs, la vitesse démesurée ne suffit pas. Il y a en plus un mode de départ façon launch control, comme on trouve sur des voitures sportives comme des Porsche, des Ferrari. Alors la procédure de départ est la suivante. En fait, avec le pied gauche, j'appuie à fond sur le frein. Une première fois, j'enclenche l'accélérateur, je le relâche. Je garde le pied sur le frein. Et une deuxième fois, j'appuie sur l'accélérateur. Et là, j'ai 4 secondes. Il suffit que je relâche le frein. Et là, du coup, on repart façon boulet de canon. Alors, je vais essayer de le faire. Hop. Donc ça marche comme ça. Pied gauche. J'appuie à fond, symbole H qui apparaît. Et là. Alors chez
sais pas si on gagne beaucoup plus. C'est juste qu'en fait, le moteur électrique est préchargé pour bondir dès qu'on relâche le frein. Alors on gagne peut-être une petite fraction de seconde, mais bon, ça permet de jouer encore plus. Les mêmes. Voilà, c'est le mode départ canon. Maintenant tu commences à avoir l'habitude évidemment, vu la teinte de ton visage. Avec ce mode de départ canon, Tesla va sans doute énerver plus d'un des ténors du premium allemand, les rois des voitures sportives. Alors c'est vrai que ça impacte un peu l'autonomie de la batterie. À chaque run, on perd à peu près 2 ou 3 km, mais c'est quand même très sympa de jouer à Fast and Ludicrous. Pensé pour le marché américain, le Ford Edge débarque dans nos contrées. Ce gros SUV n'a sans doute pas l'aura d'un Volkswagen Touareg, mais il jouit d'un rapport prix-prestation très attractif. Laurent Pinel a enfilé sa chemise de cow-boy pour en découvrir tous les attraits. C'est notre séquence Fun to Drive. À l'arrière, on a beaucoup de place, c'est vraiment agréable. Il y a tout ce qu'il faut. On peut aussi incliner la banquette en 2 parties. On est vraiment bien pour le confort. Il y a aussi les sièges chauffants en option à 200 €. Et autre détail intéressant, c'est un airbag intégré aux ceintures aux places arrière latérales. Du coup, on a une attache un peu spéciale. Et voilà, prêt pour le voyage. Aujourd'hui, Alessandre dispose d'une version titanium qui, selon Ford, devrait représenter 50% des ventes. C'est déjà une version assez riche en équipement qui dispose par exemple du volant chauffant et des sièges chauffants. Il y a aussi le système Bluetooth évidemment et le système multimédia. Sur cet écran tactile, on peut, en option à 400 €, disposer de la caméra qui filme jusqu'à 180 degrés sur les côtés, ce qui peut être pratique par exemple lorsqu'on sort d'un garage. En revanche, un petit détail peu flatteur, c'est la qualité de certains plastiques, mais ça, c'est quelque chose d'assez courant sur les véhicules développés en priorité pour le marché nord-américain. Dans l'habitacle, on apprécie d'avoir pas mal de rangements. Il y en a là, il y a aussi des portes gobelets à ma droite et un grand rangement sous la coudoir centrale. Côté position de conduite, en revanche, c'est un petit détail, mais on a les genoux assez pliés, un peu comme dans un monospace, donc ça peut déplaire à certains conducteurs. Au chapitre des prestations routières, là encore globalement c'est assez réussi, la direction est plutôt précise. En revanche, elle est un petit peu lourde, notamment en manœuvre, mais forcément puisqu'on a un véhicule qui pèse un petit peu plus de 2 tonnes. Et la suspension, elle, génère un bon confort et même lorsqu'on aborde un virage un peu à la hâte, l'engin ne s'écrase pas trop dans les virages. Quant à la transmission, évidemment, le Edge dispose de 4 roues motrices permanentes. La répartition de base, c'est du 50-50 entre les 2 essieux, mais évidemment, ça peut varier selon les conditions d'adhérence. Là, on dispose d'un 2 litres TDI de 180 chevaux qui est forcément associé à une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports. La course du levier de vitesse est un peu longue et pour avoir une boîte de vitesse automatique, on est obligé de choisir la version du 2 litres biturbo qui lui porte sa puissance à 210 chevaux. Le prix de base du Ford Edge, c'est 42 000 € en version Trend, mais c'est pas celle qui se vendra le plus. Comptez plutôt 45 000 pour cette version titanium en boîte mécanique. Et pour la version en boîte automatique, la plus coûteuse avec la finition sport, comptez jusqu'à 51 500 €. Pour voir d'autres essais, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur Dailymotion et YouTube. On se retrouve bientôt pour de nouveaux essais. Salut! Après 3 infos en 65 secondes, on se retrouve pour la 4e et dernière partie d'Automoto, l'émission. A tout de suite.
De retour dans la 4e et dernière partie d'Automoto l'émission. Je vous propose maintenant de partir pour une petite balade rythmée entre Paris et Dijon. Au volant d'une Alfa 4C Speeder, Romain Vanier est allé visiter les ateliers de Stand 21. Qu'il s'agisse du plaisir du pilote ou de sa sécurité, le constructeur milanais et l'équipementier bourguignon s'inspirent du même univers, celui de la compétition. On dit de la sagesse qu'elle vient avec l'âge. Plus que centenaire, Alfa Romeo n'a visiblement que faire de cet adage. La firme transalpine préfère encore l'excès à la modération, à l'image de sa superlative 4C. Dès la mise en route, la biplace privilégie les sensations fortes, voire très fortes, dans cette version Speeder. Quel tempérament! Le 4 cylindres turbo 1750 cm3 de 240 chevaux, tapis sous le capot arrière, avoue un goût prononcé pour l'effort. Rauque à bas régime, pour parfois rappeler celui d'un V8 Ferrari, le timbre métallique s'éclaircit à l'enfoncement de l'accélérateur. Tant mieux, l'équilibre et l'efficacité de cette propulsion poussent toujours à hausser le rythme, ici sur les routes de Bourgogne, nous menant vers les installations de Stand 21, à 2 pas du circuit de Dijon-Prenois. C'est après avoir porté secours à un pilote pris dans les flammes de sa Formule 3 qu'Yves Morisot, alors jeune boulanger en 1970, se dévoue au développement d'équipements de sécurité dédiés au sport mécanique. Le fondateur de Stand 21 met alors sur pied toute une gamme de protections inifugées. L'entreprise bourguignonne ne tarde pas à convaincre le milieu de la compétition, y compris au sein des disciplines les plus prestigieuses comme la F1, et collabore avec de grands noms du sport auto tels que Ayrton Senna et Alain Prost dès le début des années 80. Plus récemment, Stand 21 étendait ses compétences à l'élaboration d'équipements hautement sophistiqués, à l'image de ses casques en carbone, conçus et construits de A à Z par l'entreprise tricolore. Mais le produit phare reste la combinaison, le plus souvent taillée et décorée sur mesure. De quoi séduire des pilotes du monde entier qui trouvent ici de quoi s'équiper de pied en cap. Scooter au tempérament sportif, le Honda Integra a peaufiné ses qualités routières. Lancé en 2012, il célèbre déjà sa 3e génération. Max Fontanier en a fait l'essai. Bonjour et bienvenue sur Automoto pour découvrir le nouveau Honda Integra S, millésime 2016. C'est la 3e évolution du scooter sportif de chez Honda, qui change peu cette année. Il dispose surtout de nouveaux optiques à LED, un nouvel amortisseur arrière. On a également une nouvelle fourche qui n'est toujours pas réglable mais qui a été retravaillée. Ici également, les optiques à LED concernent la partie avant. Alors sur cette version S, on profite d'un coloris spécifique avec des liserés rouges. On retrouve également au niveau des jantes. Et on a également ces petites finitions en aluminium sur les repose-pieds. Ici vous pouvez voir la boîte double embrayage et 6 rapports, qui propose différents modes de conduite. Ici drive, sport. Quand on est en mode manuel, eh bien on change les rapports ici, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on peut se tromper avec le klaxon. Ici l'instrumentation entièrement numérique et pas toujours hyper lisible. Désormais on a différentes couleurs qui apparaissent en fonction des modes de conduite, et ça relève plus de l'ordre du gadget, je dirais.
Et alors, ce scooter, qui est un peu un mix entre une moto et un scoot, puisqu'il dispose d'une transmission finale par chaîne, et manque quand même d'aspect pratique. On a un gros tunnel central. Et si on veut accéder au coffre, il faut retirer la clé, ouvrir la selle ici. Et là, on n'a vraiment pas beaucoup de place. On peut mettre qu'un casque demi-jet. Allez, on s'installe. Alors, faut pas être petit, surtout quand on est sur la béquille centrale. Hop, véhicule qui fait un peu moins de 240 kg tout plein fait. Démarrage. J'enclenche le mode drive et c'est parti. Je vais faire le tour de la poussette et ça braque pas terrible. Voilà. Alors là, quand on démarre, on sent tout de suite les vibrations de la mécanique et la boîte qui travaille. Ça fait des petites vibrations sous le fessier. Arrive à un feu à côté de la modus. Allez, feu vert, on est parti. Pas besoin d'accélérer fort, on a du couple, ça part tout de suite. Je mets la visière. Et là je prends un Dodan. Alors c'est assez ferme comme véhicule. Ça filtre bien les chocs, mais la selle est un peu dure. Alors la boîte travaille bien, en mode drive, éco, pour la ville c'est très bien. Par contre, si on accélère vraiment à fond, forcément, comme elle est en mode éco, elle va mettre du temps à rétrograder, donc on a de l'inertie. Là, je me faufile assez facilement. Je vais mettre un petit coup de klaxon, ça marche bien, merci. Allez, hop, on attaque le rond-point. Et là, on peut prendre de l'angle, on peut y aller, il y a de la garde au sol. On attaque une voie rapide, et c'est parti. Une fois lancé à haute vitesse, on a une stabilité exceptionnelle. C'est sans doute le plus stable des scooters actuellement. C'est une vraie moto routière avec une bonne protection du pare-brise. La seule chose, c'est que les jambes restent un peu exposées, elles sont trop sur le côté. Il y a toujours un peu d'inertie au niveau de la boîte à la réaccélération, même en mode sport. Mais on dépasse sans problème avec beaucoup de sécurité. On a aussi de très bons freins. Le tarif débute à partir de 9 300 €, ce qui est moins cher qu'un T-Max, c'est onéreux quand même, mais la consommation est faible, l'Integra est vraiment très sobre, on est entre 4,3 litres et 4,7 litres de moyenne, selon le type de conduite. Voilà, c'en est fini d'Automoto, l'émission. Je vous remercie de l'avoir suivi, comme je remercie tous ceux qui m'ont aidé à la préparer, à la rédaction d'Automoto comme à celle de Sport 365. Je vous rappelle que l'intégralité de ces magnifiques reportages est à retrouver dans le numéro 245-246 d'Automoto, avec le nouveau Peugeot 3008 en couverture et un reportage exclusif sur les premiers résultats de la Commission royale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine édition d'Automoto l'émission. D'ici là, faites bonne route.